pour ceux qui nous retrouvent sur cette édition online Emerging Valley, toujours plus nombreux sur la plateforme. Les rencontres d'affaires battent leur plein et en parallèle, les débats se poursuivent à côté des ateliers. Et en ce moment, plusieurs ateliers pays se déroulent, notamment sur le Ecosystem Workshop. Sur le main stage, nous sommes maintenant avec Monsieur l'ambassadeur à la Méditerranée, Karim Amelal. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Très heureux, c'est un honneur et un privilège de vous avoir ici à Emerging Valley. Nous avons Sarah Marniès que vous connaissez déjà de la communauté Emerging Valley, qui a l'habitude de modérer les panels de haut niveau sur notre événement, et Aïssa Talam, la nouvelle directrice de l'agence de promotion des investissements de Mauritanie, qui est avec nous depuis Nouakchott. Et je laisse maintenant Sarah modérer ce très bel Fireside Chat, cette très belle session, discussion sur le sommet des deux rives, le regard méditerranéen sur le leadership, discussion autour de Monsieur l'ambassadeur. Sarah, à toi la parole. Merci. Merci Samir. Alors c'est une tâche difficile que tu nous as confiée, d'explorer ce thème du leadership en Méditerranée au service d'une Méditerranée des solutions. Difficile parce que quand on dit leadership, on pense à récit. Le leadership, c'est défini comme une capacité à entraîner un collectif, à donner envie de coopérer, de se rassembler autour d'un projet. Un leader, il accompagne, il motive, il inspire, et l'une de ses dimensions clés de l'inspiration, c'est le récit. C'est cette vision, cette capacité à construire quelque chose qui va embarquer. Parce que l'homme est une espèce fabulatrice, comme le dit Nancy Houston. Il doit sans cesse donner du sens à son présent et à son futur. Il doit se projeter dans quelque chose qui donne du sens à sa vie et à la vie de ceux qui vivent avec lui. Donc le récit, c'est vraiment au cœur du leadership. Le problème, c'est que le récit en Méditerranée, c'est un sujet complexe. Le récit en Méditerranée est tiraillé entre une vision d'une Méditerranée qui intègre la mer entre les deux rives, qui rassemble les deux rives, qui les rapproche dans un projet civilisationnel, et puis une mer qui sépare, une mer qui éloigne les deux rives. Donc ce sujet du récit, il est clé. Il est à construire, à reconstruire pour nous embarquer dans un futur souhaitable. Donc quel récit pour une Méditerranée du XXIe siècle, rassemblée autour de valeurs héritées ou choisies? Quel récit et avec qui? Avec les sociétés civiles, avec ces acteurs de l'innovation qui inventent tous les jours une Méditerranée. Quel récit et comment le construire? C'est vraiment ce sujet qui va être au cœur de notre échange. Et afin de définir un nouvel agenda positif pour la Méditerranée, des initiatives ont déjà été lancées. Le président de la République, Emmanuel Macron, a initié le sommet des deux rives, dont la première session s'est tenue le 23 juin 2019 à Marseille. C'est un projet qui vise à retisser les liens et le dialogue entre les rives des États de la rive sud et de la rive nord de la Méditerranée, avec ces 10 États 5+5 que sont le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte d'un côté, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie de l'autre. Donc dans le cadre de ce dialogue 5+5. Et c'est pour incarner ce projet que Samir, qui est ici, nous a proposé Emerging Méditerranée, une déclinaison d'Emerging Valley qui porte cette idée de l'innovation et des acteurs de l'innovation, des jeunes qui cherchent l'impact au cœur d'un projet méditerranéen. Donc je remercie Monsieur l'ambassadeur Karim Amelal d'avoir accepté de partager ses réflexions sur le sujet avec nous et Madame Aïssa Talam également. Je vais les présenter rapidement et nous allons passer aux questions. Donc Karim Amelal, c'est un écrivain, un enseignant, un entrepreneur franco-algérien qui est né
en 1978, on peut le dire, à Paris, mais vous faites très jeune et vous êtes très jeune. Il est notamment l'auteur de l'essai « Discriminez-moi », une enquête sur les inégalités parue chez Flammarion en 2005, et de romans également. Il enseigne à Sciences Po depuis 2005 et il a été nommé ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée le 29 juillet 2020. Madame Aïssata Lam, elle est d'origine mauritanienne et cofondatrice et présidente de la Jeune Chambre de commerce de Mauritanie, une organisation qui a été créée en 2013 avec l'objectif d'aider les jeunes professionnels et entrepreneurs mauritaniens. Récemment lancé en partenariat avec la Banque nationale de Mauritanie, le e-Lab est un laboratoire d'innovation et un fonds de capital risque pour financer les startups et renforcer l'écosystème pour les femmes entrepreneurs ayant des difficultés à financer leurs entreprises. Donc Aïssata est passionnée par ces questions d'émancipation des jeunes et des femmes sur le continent. Et elle a été récemment nommée par le président français Emmanuel Macron au sein du Conseil consultatif sur l'égalité des sexes pour le G7. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être présents aujourd'hui en présentiel pour Monsieur l'ambassadeur et loin de nous mais très présente pour Aïssata. Donc je commencerai, bonjour, je commencerai par une question à Monsieur l'ambassadeur. Alors la Méditerranée est-elle un objet scientifique, un objet historique ou est-elle un objet de désir ? C'est peut-être au romancier que s'adresse cette question. Probablement. Alors d'abord un mot de remerciement à Samir Abdelkrim, à vous Sarah et à toute l'équipe d'Emerging Mediterranean pour ce bel événement que vous organisez en dépit des tristes circonstances que nous connaissons. Et puis bravo pour tout ce que vous faites pour l'innovation, pour l'entrepreneuriat, pour l'émancipation, c'est un beau mot. Et je salue au passage Aïssata Lam que j'ai connu en 2019 lors du sommet des Deux Rives. Un salut lointain mais amical. Et oui, c'est un peu... alors pas vraiment en tant qu'ambassadeur, mais plutôt en tant qu'écrivain, même si les deux ont pu se rejoindre. Et je crois qu'il n'y a pas d'oxymore entre ces deux fonctions. Mais c'est plutôt l'écrivain qui va répondre. Et pour vous dire une chose très simple, c'est que la Méditerranée, c'est une mythologie. La Méditerranée, c'est une mythologie et étymologiquement, le mythe, c'est une parole, justement, et c'est un récit. Et ça a toujours été ça, en fait, la Méditerranée. On se souvient d'Ulysse, évidemment, et de beaucoup d'autres figures. Et c'est un peu les trois à la fois. C'est un peu une histoire, un récit et puis un désir. Et je crois que le mot qui englobe le mieux tout cela, c'est une mythologie. Et c'est un récit que nous devons construire ensemble en permanence. Et un récit qui, malheureusement, à bien des égards, fait aujourd'hui un petit peu défaut. Parce que ce récit-là, c'est un peu un récit en creux. Un récit qui n'existe que par ses failles, que par ce qui ne va pas, que par les pages sombres du livre, justement. Alors, vous me direz, c'est quand même un récit, mais c'est un récit noir. Et la Méditerranée ne peut pas se résumer à ce récit noir, ne peut pas se résumer à ces pages sombres, celles d'aujourd'hui comme celles d'hier. Certes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a aussi, et on en est aujourd'hui un petit peu, on en fait la démonstration, il y a beaucoup de choses qui marchent bien, qui réussissent. On parlera peut-être tout à l'heure d'agenda positif, mais je veux croire, et c'est important dans les fonctions que j'occupe actuellement, que dans la Méditerranée, entre les deux rives, il y a par-delà les mots et par-delà le récit commun qui nous unit énormément de choses qui se font, qui se construisent et qui se construisent en particulier à partir des acteurs des sociétés civiles. Certes, les États font beaucoup de choses, on pourrait souhaiter qu'ils fassent plus et qu'ils s'entendent davantage, ça nous ferait du bien, mais les acteurs des sociétés civiles, par-delà ce que les États font, ce que les diplomaties d'État
États font, construisent énormément de choses. Alors, vous avez parlé du sommet des deux rives. Emerging Mediterranean vient du sommet des deux rives, avec beaucoup d'autres projets. Et la Méditerranée positive et le récit commun que nous devons ensemble construire, c'est celui-ci. C'est celui d'une Méditerranée positive, d'une Méditerranée qui avance, qui entraîne et qui se fait par la force des acteurs qui incarnent cette Méditerranée. Est-ce qu'on peut dire qu'un récit est en marche ? Oui, je le crois. On en dit quelque chose aujourd'hui. Ce récit est en marche parce que les acteurs et les leaders qui ne sont pas que des leaders politiques, qui ne sont pas que des chefs d'État, qui ne sont pas que des politiciens, c'est important, et ce sont aussi des leaders, mais les leaders viennent de partout. Il y a un beau mot en anglais qui est assez difficilement traduisible, c'est celui d'empowerment, c'est-à-dire la capacité qu'on se donne à nous-mêmes de construire quelque chose et de prendre en main son destin. C'est ça aussi l'émancipation. Et bien justement, les leaders, ces leaders-là, les leaders d'en bas, en quelque sorte, qui existent partout, qui existent sur la rive sud, qui existent sur la rive nord, qui existent par-delà toutes les difficultés économiques et a fortiori en ce moment du fait de la pandémie, ces acteurs-là n'attendent pas que le destin décide de leur sort. Ils prennent les choses en main et je crois que la Méditerranée, en fait, ça a toujours été ça. Et s'il y a une ville sur le pourtour méditerranéen qui incarne ça, c'est bien Marseille. Parce que dans cette ville sont venus des gens qui, justement, ne se résignaient pas à voir le destin les écraser et qui sont venus là pour refaire leur vie, pour reconstruire, pour se reconstruire et pour se redonner en quelque sorte un destin. Et voilà. Et ce sont toutes ces belles choses, toutes ces belles histoires, tous ces individus-là qui font ce récit positif. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Ne laissons pas le destin nous écraser, sortons des imaginaires qui nous freinent et allons vers quelque chose qui nous fait avancer. Aïssata, on est loin de Marseille, mais quel message portez-vous en Mauritanie sur ce dialogue des deux rives ? Quelle est votre vision et vos impératifs pour cette relation renouvelée ? Bonjour Sarah, Monsieur l'Ambassadeur. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, virtuellement, mais le cœur y est également. J'aurais bien aimé être présente physiquement. Je tenais également à remercier Samir, grâce à qui nous nous retrouvons aujourd'hui. Comme l'a précisé Monsieur l'Ambassadeur, en fait, pour nous, en tant que Mauritaniens, déjà, j'étais très contente de pouvoir être chef de file pour la Mauritanie, diriger la team Mauritanie. Et notre expérience est assez particulière, je dirais, parce qu'au départ, il y a quelques personnes qui remettaient en question même la participation de la Mauritanie à ce dialogue, à ce sommet, même au niveau pays, qui me disaient mais nous ne comprenons pas, mais la Mauritanie, c'est pas la Méditerranée, comment ça se fait, etc., etc. Donc, au-delà de vouloir même à chaque fois expliquer le rationnel, qui émane évidemment du dialogue 5+5, etc. On n'a même pas eu au fil du temps à donner plus d'exemples parce que c'était criant, c'était flagrant. Donc, il fallait juste se retrouver tout au long des forums, que ce soit à Tunis, Alger, Marseille, etc. On voyait tout de suite ce qui nous liait. Donc, pour moi, c'était vraiment un beau symbole. Lorsqu'on choisissait l'équipe à Nouakchott, il fallait évidemment avoir une équipe dynamique qui soit pluridisciplinaire, qui représente pour moi la Mauritanie sous toutes ses formes, toutes ses couleurs, etc. Et c'était vraiment ce message-là qu'on voulait porter au-delà même des frontières mauritaniennes. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Et est-ce que vous pouvez préciser, Aïssata, qu'est-ce qui vous liait ? Quel est cet ingrédient qui vous liait quand vous dites c'était naturel ? Oui, est-ce que vous pouvez développer ? Oui, bien sûr. Non, parce que je voyais, Monsieur l'Ambassadeur, j'avais l'impression que vous ne m'entendiez pas. Enfin bref, donc je continue. Comme je disais, en fait, c'était toutes les thématiques que vous avez abordées. La Mauritanie, à l'instar des autres pays de la rive nord comme de la rive sud,
Nous avons les mêmes ambitions que nos pays voisins. On est une nation de jeunes qui aspirent à avoir un écosystème vibrant, innovant. On a des incubateurs, on a des jeunes qui ont des startups dans plusieurs domaines, etc. Donc, lorsqu'on allait justement à la rencontre des autres jeunes des pays des deux rives, on réalisait que c'était vraiment ça le dénominateur commun, cette envie de partager des expériences, de partager les défis qui nous liaient de chaque côté et de trouver des solutions ensemble. Des solutions ensemble, de créer des ponts, se rendre compte que justement une start-up à Nouakchott pouvait collaborer avec une à Malte, une start-up en Libye avait des problématiques qu'au niveau local en Mauritanie, justement, nous pouvions traiter, régler. Donc, c'était vraiment pour moi un bel exemple de synergie et c'était comme vous disiez, le narratif qu'on veut mettre en avant, le changement de paradigme qui est nécessaire. Et c'était une belle matérialisation justement de ce récit nouveau qu'on veut mettre en avant. Merci beaucoup Aïssata. Comment définiriez-vous le leadership? Et vous, comment l'exercez-vous? Vous avez donné une très belle définition en introduction. Pour ma part, aujourd'hui, je dirige la nouvelle agence de promotion des investissements. Donc, j'ai commencé ce rôle il y a très peu de temps. Une agence justement qui a été créée par le président de la République avec une vision de donner justement un nouvel élan à la Mauritanie, un nouveau branding, etc. Et vous me présentiez comme étant la présidente de la Jeune Chambre de commerce. Justement, pour moi, le leadership, c'est poser les jalons et préparer la relève. Donc aujourd'hui, je suis très contente de voir, par exemple, l'équipe de la Jeune Chambre, des jeunes hommes, femmes dynamiques, beaucoup plus créatifs et novatrices que moi, qui aujourd'hui mettent en place des projets vraiment qui répondent mieux aux attentes de la nouvelle génération. Et pour moi, franchement, c'est ça le leadership. Poser les jalons et passer à préparer la relève pour pouvoir continuer à écrire ensemble et changer le narratif ensemble. Vous parlez beaucoup de la jeunesse, vous parlez des femmes aussi. Vous avez le sentiment qu'ils sont au cœur de ce narratif renouvelé, que ce sont eux qu'il faut accompagner? Bien sûr, c'est bon. En Afrique, on n'a pas besoin de le redire. Au niveau démographique, c'est vraiment la frange de la population la plus importante et qui a le plus de challenges. Donc aujourd'hui, si on doit vraiment se tourner vers les enjeux de développement, c'est cette jeunesse qui peut être en même temps source de solutions, mais aussi une bombe à retardement si on ne prend pas en considération justement les problématiques et les défis justement auxquels ils sont confrontés. Donc, un exemple, pendant le sommet des deux rives, je suis très contente de voir que le président Macron est venu personnellement nous féliciter notre équipe et notre ministre des Affaires étrangères en disant qu'il était vraiment agréablement surpris de voir la jeune équipe mauritanienne parce que je pense que l'équipe était composée des membres les plus jeunes des différentes délégations. Et ça donnait un autre dynamisme. Et pour moi, c'est vraiment eux les acteurs de ce changement de narratif. Il n'y a pas de question. Merci Aïssata. Monsieur l'ambassadeur, en quoi le dialogue des deux rives peut-il changer la donne auprès des jeunesses des deux rives ? Alors je ne sais pas s'il peut changer la donne, mais en tout cas il peut y contribuer. Et on souhaite qu'il y contribue. Le président de la République en premier lieu, qui a souhaité initier cette dynamique à travers le sommet des deux rives et qui souhaite la prolonger en la recentrant justement sur ceux qui font la Méditerranée, et c'est-à-dire d'abord les acteurs des sociétés civiles. Et en particulier, comme le disait Aïssata Lam, à juste titre évidemment, et je me souviens avec émotion de la délégation mauritanienne du sommet des deux rives, et en particulier la jeunesse. Parce que ce sont les jeunes acteurs. Alors il n'y a pas que, bien sûr, et c'est pas parce qu'on n'est pas jeune qu'on ne peut plus être un leader et qu'on ne peut plus faire de formidables choses, évidemment. Mais enfin, c'est
d'abord la jeunesse qui s'empare de son destin. Et puis c'est là aussi que résident les leaders de demain, justement. Et les leaders, je le disais tout à l'heure, les leaders, ce ne sont pas que les leaders politiques ou les leaders économiques, les grands capitaines d'industrie, bien sûr qu'ils en font partie. Mais les leaders, c'est chacun, c'est potentiellement chacune et chacun d'entre nous. Et ce sont tous ceux qui, justement, prennent leur destin en main. Alors c'est évidemment pas facile tous les jours, c'est une question d'état d'esprit, pas que d'état d'esprit, de beaucoup d'autres paramètres, mais c'est tous ceux finalement qui ne se résignent pas et qui, malgré les circonstances, essayent d'avancer. Alors le dialogue des deux rives, eh bien, ce sont ces gens-là qu'il veut mettre au cœur de l'exercice sur un certain nombre de thématiques qui sont des thématiques, comme ça a été le cas lors du sommet des deux rives, qui sont des thématiques qui nous unissent. L'environnement, le défi du changement climatique, les questions de formation, d'éducation, de culture, de patrimoine, d'inclusion, d'égalité homme-femme, etc., etc. Il y en a beaucoup par rapport auxquels, que l'on soit au sud ou au nord, justement, eh bien, on est face aux mêmes défis avec des solutions communes à élaborer et à développer. Merci beaucoup. Concrètement, comment on rend ce dialogue inclusif? Concrètement, comment on arrive à écouter la société, ces jeunes qui sont partout sur les territoires? Comment on les repère? Comment on donne corps à leur voix? Comment on les entend? Eh bien, d'abord en nous adressant aux bonnes personnes, d'abord en essayant de faire confiance à ceux qui sont sur place, et puis en faisant preuve à la fois d'ouverture et puis de générosité sur le plan intellectuel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir d'œillères, il ne faut pas avoir de barrières, et puis il faut essayer de voir ceux qui, justement, sur un certain nombre de sujets, sont ceux qui font, les acteurs qui font avancer les choses dans le domaine de l'économie ou dans le domaine de la formation. Et c'est comme ça qu'on est inclusif finalement, c'est en ne fixant pas de cahier des charges ou d'agenda trop strict et trop définitif, trop péremptoire. Donc c'est un peu ça que nous souhaitons poursuivre à travers sans doute un nouvel événement qui aura lieu à l'automne et qui sera complètement centré sur les sociétés civiles et complètement tourné vers la jeunesse, avec en particulier des acteurs que peut-être nous n'avons pas forcément su mobiliser par le passé, mais qui doivent l'être beaucoup plus, les entreprises, bien sûr, les acteurs des territoires, et puis les diasporas, parce que côté rive nord, mais aussi d'une certaine manière et de plus en plus côté rive sud, ce sont elles qui permettent de bâtir des ponts, des passerelles, et sur ces sujets-là, on en a besoin. Merci beaucoup. Aïssata, parmi ces jeunes, les acteurs de l'innovation jouent un rôle très important. On en entend beaucoup ici pendant ces 2 jours. À l'AFD, on a écouté ces acteurs du Social Business Camp les 2 jours qui précédaient, et vous en avez entendu quelques-uns ce matin. On voit le rôle qu'ils jouent dans l'invention d'un futur différent. Peut-être pouvez-vous nous parler de la lauréate mauritanienne d'Emerging Méditerranée, et pouvez-vous aussi nous dire comment les accompagner, ces acteurs de l'innovation qui jouent ce rôle décisif sur l'invention d'autres manières de faire, de vivre ensemble? Oui, merci Farah. On a été très très fiers vraiment d'Aminetou, qui est une jeune issue de notre petit écosystème et qu'on a vu vraiment évoluer avec sa start-up qui a gagné beaucoup de prix. Et pour moi, elle représente vraiment ce symbole de renouveau qui est à même de changer justement le narratif mauritanien et aussi méditerranéen. Donc, Aminetou, aujourd'hui, c'est une jeune femme qui évolue contre vents et marées dans un environnement qui n'est pas toujours facile pour une jeune femme. Et au niveau de la Mauritanie, justement, ces 5 dernières années, on a vu la mise en place de structures d'accompagnement, des incubateurs, donc au niveau de la Jeune Chambre avec le iLab dont vous avez parlé, que nous avions créé à l'époque en fait en partenariat avec la Banque nationale de Mauritanie, parce que c'était important pour nous, au-delà de l'incubation, d'avoir aussi des solutions financières, parce que c'est vraiment les 2 gros défis dans nos écosystèmes de la sous-région.
on a des incubateurs, la Jeune Chambre, le Hadinari Mtik, Intage, Startup Mauritania, qui essaient de jouer ce rôle justement d'accompagnateur. Mais en général, ces structures aussi ont parfois même besoin d'accompagnement parce que le personnel a besoin d'expertise un peu plus poussée, etc., pour pouvoir jouer le rôle d'incubateur correctement. Donc ça, c'est le premier niveau, à mon avis, qui est très, très, très important, l'accompagnement, les coachings. On a aussi le système de mentorat pour vraiment s'assurer que tout au long, en tout cas les débuts de la start-up, les jeunes entrepreneurs sont accompagnés, qui sont guidés. Et d'un autre côté, le côté financier, évidemment. Donc, pour nous, c'est un troisième volet au niveau du iLab, avoir un venture fund pour changer un petit peu les modèles de financement. Parce que comme vous savez, à part des compétitions comme nous, on en a, les autres incubateurs également, qui permettent d'avoir un seed funding, c'est assez difficile d'avoir des sources de financement qui soient un peu plus considérables pour pouvoir passer à l'étape d'après to scale. Donc, je pense que ce sont les deux volets sur lesquels il faut vraiment mettre l'accent et qu'on a besoin de parfois think outside the box pour essayer d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus à l'échelle de nos PME et startups et qui changent un petit peu du cadre traditionnel. Merci Aïssata. Penser en dehors de la boîte, c'est notre défi à tous. Monsieur l'ambassadeur, le sommet Afrique-France à l'été, avant un prochain sommet des deux rives à Marseille à l'automne, la feuille de route semble dense. Alors quels sont les objectifs des prochains mois pour la DIMED en Méditerranée ? Pour nous, c'est poursuivre le dialogue des deux rives qui a été engagé en 2019 et puis le disait, mobiliser beaucoup plus largement les acteurs de la société civile, peut-être aussi en élargissant le format et en l'élargissant à d'autres acteurs, peut-être dans d'autres pays. En tout cas, c'est une voie que nous explorons en poursuivant l'accompagnement des projets, parce que les projets, ce ne sont pas que des choses qui n'existent pas ou des choses en devenir. C'est une volonté qui se matérialise et qui incarne justement un futur désirable ou un récit commun. Et ces projets-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont issus du sommet des deux rives. Emerging Méditerranée en fait partie. Le COPAM, Med&C, École de la deuxième chance et beaucoup d'autres. Il faut continuer à les aider, à les accompagner. Il faut en susciter d'autres. Il faut parvenir. Alors, il n'y a pas que nous qui devons le faire, mais c'est une tâche collective. Nous devons parvenir à mettre au point des mécanismes de financement, ou en tout cas à flécher des financements sur ces projets et à nous servir de toutes les organisations et de toutes les enceintes qui existent. Et il y en a beaucoup en Méditerranée, pas seulement dans le cadre du format 5+5, mais beaucoup plus largement. Donc c'est tout ce travail-là, ce travail collectif dont nous prenons notre part et que nous prenons évidemment, que moi en tout cas je prends très très à cœur, parce que cet espace-là, non seulement j'y crois, mais je l'aime. Vous parliez du désir au début et c'est vrai que la Méditerranée, ça commence effectivement peut-être par là, quoi. C'est pour ça que ce que disait Aïssata est très juste. Se poser la question de, j'ai aussi beaucoup entendu ça, savoir si la Mauritanie était en Méditerranée ou pas, et avait vocation à y être ou pas. Et c'est une question d'élan du cœur et de désir. Donc c'est ce désir, c'est cette flamme, c'est ce récit commun, c'est cet agenda positif, pour utiliser un langage plus diplomatique, que la France, avec d'autres, essaye de pousser un peu partout. C'est cela qui constitue notre ouvrage. C'est un ouvrage difficile parce qu'on a beaucoup de vents contraires. On fait face à effectivement un certain nombre de difficultés, mais il faut y croire. Et puis il faut se mobiliser. Et c'est à ça que doivent servir les deux événements que vous évoquez, à savoir le sommet Afrique-France de Montpellier, qui aura lieu en juillet, qui sera un événement très important, lui aussi complètement centré sur la société civile, et puis l'événement que nous préparons pour la fin du mois de novembre, pour l'automne, en espérant évidemment que les conditions seront plus favorables qu'aujourd'hui, qui sera lui aussi complètement centré sur les sociétés civiles, avec une dimension et une dynamique de projet qui est vraiment structurante dans cette Méditerranée positive que nous essayons de construire.
Merci beaucoup. C'est vrai que les projets, c'est fondamental. L'écriture d'un récit commun, c'est un sujet majeur. On y travaille à l'AFD avec, sur le Sahel, par exemple, et on voit comment, effectivement, l'élan, vous avez raison d'employer ce mot, l'élan, le désir, c'est formidable dans cette possibilité de se projeter sur autre chose et sur des récits qui permettent d'avoir confiance dans l'avenir. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience les résultats de ce chemin qui est entrepris. On n'a plus beaucoup de temps. Peut-être un mot de la fin. Aïssata, un mot de la fin? Est-ce qu'on nous je pense que l'ambassadeur a très bien résumé de manière très poétique cette odyssée méditerranéenne. Donc, je pense que on a tous notre rôle à jouer et réaffirmer la volonté, l'engagement de la Mauritanie à continuer le voyage et continuer à créer des ponts ensemble. Donc, c'est comme ça que le narratif sera beaucoup plus gai et que justement l'agenda de plus en plus positif. Donc, merci pour cette opportunité et au plaisir de vous revoir, Inch'Allah, très vite. On revient à Ulysse pour conclure, c'est parfait. Merci beaucoup Aïssata. Un mot de la fin peut-être, monsieur l'ambassadeur? Tu as tout dit, c'est vrai que Ulysse est sans doute la mythologie ou le mythe qui nous rassemble le plus par-delà toutes nos différences et nos divergences. Et voilà, c'est un chemin que nous devons tracer et en quelque sorte une odyssée que nous devons reprendre. Vous savez, c'est Pénélope, hein, c'est le métier ne s'arrête jamais pour le coup et les fils sont nombreux et voilà, et nous devons sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Soyons obstinés comme Pénélope et pleins de désirs comme Ulysse. Voilà, c'est le mot de la fin. Enfin, merci à vous. Merci beaucoup.